Merci, cher Alain Supiot, merci à tout le monde. Je vous envie de bientôt avoir le devoir de faire la synthèse des travaux que nous avons eus ces 2 derniers jours, qui sont d'une grande richesse. Alors, on m'a demandé de venir pour vous présenter une critique de la responsabilité sociétale de l'entreprise, ce qui me réjouissait d'une certaine manière un peu moyennement, dans la mesure où je ne suis pas un grand fan de la responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise, pour des raisons que je vais expliquer. Et puis est venue entre-temps cette loi Florence, et peut-être surtout la décision du Conseil constitutionnel la concernant, et je me suis dit que c'était l'occasion à la fois d'ancrer mon propos sur un exemple concret à la voie législative et au niveau d'une décision du Conseil constitutionnel, et ce qui me donne peut-être d'une manière inattendue, l'occasion d'explorer les notions de propriété et de pouvoir à cette occasion. Alors, quand même, traitons un minimum le sujet pour lequel peut-être certains d'entre vous sont venus. Le problème fondamental avec les travaux sur la RSE, c'est qu'ils s'appuient sur des fondements conceptuels qui sont tout à fait chancelants. Pourquoi? Parce que, on l'a déjà dit plusieurs fois, donc je vais aller rapidement, mais la théorie de l'agence et donc la corporate governance domine le débat en matière de gouvernement d'entreprise. Rappelons rapidement ce que ça veut dire. La théorie de l'agence, c'est cette idée que les actionnaires sont propriétaires de l'entreprise, les mandataires sociaux, les dirigeants sont donc les agents, les mandataires des actionnaires. Comme ils gèrent la propriété des actionnaires, ils doivent le faire dans leur seul intérêt, et on considère que ce seul intérêt, c'est de maximiser les profits ou la valeur présente de l'action, on dirait aujourd'hui, ce qui change fondamentalement pas grand-chose. C'est-à-dire que dans l'entreprise, seuls les actionnaires comptent. Le reste sont des tiers dont il faut prendre en compte les intérêts dans un cadre contractuel, délictuel, de pouvoir mettre en jeu la responsabilité pénale, etc. Mais l'objectif dans la gestion de l'entreprise, c'est la maximisation du bien-être des actionnaires. Et on peut tracer ça, il y a des antécédents à Milton Friedman, mais il y a un article très célèbre dans le New York Times du 13 septembre 1970 où, en quelques paragraphes assez vicieux, Milton Friedman défend cette thèse. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que j'ai déjà beaucoup écrit sur le sujet, et puis ceux qui veulent approfondir peuvent le faire facilement en allant lire ses écrits. Le problème de la RSE, c'est qu'elle traite, elle considère, elle prend comme une donnée que la théorie de l'agence est fondée. Donc, à partir de là, elle part sur de mauvaises bases, c'est-à-dire qu'on considère qu'effectivement les actionnaires sont propriétaires, donc et que les dirigeants sont leurs mandataires, donc il faut trouver autre chose pour faire que, nonobstant ce lien très fort qui est celui de la propriété, trouver le moyen de responsabiliser socialement, sociétalement, je ne sais pas ce que le mot veut dire, mais socialement, disons, cette entreprise. Alors, je ne suis pas... Admettons que je ne sois pas à même de juger les qualités d'économiste de Milton Friedman. Ce que je peux vous assurer, c'est que c'était probablement un des plus mauvais juristes de sa génération, tout simplement parce que les actionnaires ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Ça a été dit ce matin très bien, et je ne reviens pas là-dessus. Ils sont propriétaires des actions. Donc les mandataires sociaux ne sont pas leurs mandataires. Ils sont les mandataires de la société qui a un intérêt social. Et cet intérêt social n'est pas... Évidemment, il faut gagner de l'argent, sinon on fait faillite. Mais ce n'est pas de maximiser le profit, si tant est même qu'on puisse savoir ce que veut dire maximiser le profit. Le problème, c'est que ce débat, toute cette imprégnation de la discussion sur le gouvernement d'entreprise, la théorie de l'agence, la responsabilité sociétale, est aujourd'hui totalement bloqué, imprégné par cette idéologie et par son fondement extraordinairement puissant, puisque la grande intelligence de Milton Friedman, et c'est la perversité de son article, c'est d'avoir axé son raisonnement sur l'existence d'un droit de propriété inexistant des propriétaires sur l'entreprise. Parce qu'évidemment, à partir du moment où vous inventez ce droit de propriété, si vous essayez de modifier la finalité de l'entreprise, vous vous attaquez au sacro-saint droit de propriété, et donc vous vous attaquez à un des fondements de l'ordre social. D'ailleurs, il l'écrit lui-même dans son article de 1970. Il dit que tous les gens qui sont les avocats de la responsabilité sociale de l'entreprise
sont en fait des collectivistes. Ils ne le savent pas nécessairement, écrit-il, mais ce sont des collectivistes et ils se font les avocats de théories qui, dans sa vision du monde, ne devraient pas avoir lieu d'être. C'est là que arrive la loi Florange et justement l'occasion de regarder de plus près cette question sur la propriété de l'entreprise. Non pas tellement du fait enfin, on va voir quand même du fait du contenu de la loi Florange, mais ce qui a été très intéressant sont les commentaires. Les commentaires et les réactions immédiates des gens qui ont vu cette décision du Conseil constitutionnel, qui quasiment immédiatement et un peu unanimement ont considéré que le Conseil constitutionnel s'était aventuré dans un domaine qui n'est pas le sien, qui est celui de la politique, qu'il aurait rendu une décision purement politique et qu'il a sanctionné un législateur qui, justement, dans la loi Florange, aurait tenté de remettre en cause ce sacro-saint droit de propriété dans des circonstances particulières qui sont celles couvertes par la loi Florange. Alors, je vais d'abord essayer de remettre la décision et les prises de position en perspective, puis faire une comparaison entre le droit commun de la vente d'un site, hors processus loi Florange, et puis ce qui se passe quand la loi Florange est censée s'appliquer. Enfin, on verra que dans la réalité, quand on regarde au près ce qui a été décidé par le Conseil constitutionnel, en fait, il traite les prérogatives au sein de l'entreprise, non pas du tout comme un droit de propriété, mais comme un pouvoir. Et je vais m'expliquer sur ce que je veux dire par là. D'abord, la loi Florange, de son vrai nom, loi visant à reconquérir l'économie réelle, ce qui en soit est quand même tout un programme, a plusieurs volets. Le premier volet, dont je ne vais pas parler, c'est le volet de droit boursier, qui a été entièrement validé par le Conseil constitutionnel, et aucun des commentateurs qui critiquent l'autre volet, qui est le volet site, ne le note. Tout cet aspect de la loi a été tout à fait accepté par le Conseil constitutionnel, alors qu'on aurait pu, pour certaines des dispositions, y redire. Sur l'aspect qui nous intéresse, c'est-à-dire sur ce qui concerne la vente d'un site, la vente éventuelle d'un site, la loi Florange vient à s'appliquer quand un employeur, je simplifie un petit peu, hein, mais quand un employeur qui emploie plus de 1000 salariés envisage de fermer un site et que cette fermeture doit entraîner le licenciement de plus de 10 personnes, alors naissent un certain nombre d'obligations pour lui. La première, c'est de rechercher un repreneur qui va reprendre ce site, de faire participer les instances représentatives du personnel et d'autres parties prenantes, on va le voir, au processus de vente, et de s'expliquer à plusieurs étapes dans le processus de vente du site sur sa décision de vendre ou de ne pas vendre. Il y avait une censure du Conseil constitutionnel, mais elle porte essentiellement, on verra que c'est plus compliqué, mais elle porte essentiellement sur le fait que le législateur avait prévu une pénalité pour le cas où l'entreprise qui ferme le site, l'employeur, refuserait de le vendre sans motif légitime. Le législateur, et c'est important de le souligner dès l'abord, ayant prévu un seul motif légitime possible, qui était la mise en péril de la poursuite de l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Aucun autre motif, aux yeux du législateur, n'apparaissait comme légitime. Alors pour beaucoup, et on l'a entendu ce matin, c'est le fait que cette pénalité, c'est comme ça qu'elle s'appelle réellement, une pénalité, hein, ce n'est pas une amende, c'est une pénalité. Le fait que cette pénalité était supprimée, on viderait le texte de sa substance qui, du coup, n'aurait plus de portée. Et donc, évidemment, immédiatement, réaction, décision politique, scandale, certains s'en félicitent. Je n'ai pas mis les noms des commentateurs parce que ils se reconnaîtront, mais certains trouvent ce raisonnement admirable du Conseil constitutionnel et considèrent que le raisonnement sur le fondement du droit de propriété est absolument implacable, et d'autres disent, en fait, pas du tout, c'est un semblant de raisonnement juridique, et il y a une décision éminemment politique. En fait, la décision, je ne prétends pas que ces auteurs soient particulièrement subtils ou que ce soient des juristes exceptionnels, mais elle est beaucoup plus complexe à lire, à interpréter qu'il n'y paraît. Tout d'abord, on va le voir, le Conseil constitutionnel n'apporte aucune protection dans cette décision à ce qui est la subjectivité du droit de propriété. Et je vais m'expliquer dans un instant sur ce que cela veut dire.
Par contre, il se fait garant d'une chose, c'est celui de l'autonomie décisionnelle de l'entreprise. C'est-à-dire que la propriété dans l'entreprise, du point de vue du Conseil constitutionnel, dans cette décision, est en fait traitée comme un pouvoir, c'est-à-dire quelque chose de finalisé, qui doit prendre en compte un certain nombre d'intérêts affectés, mais, et donc pas comme un droit subjectif, puisqu'un droit subjectif, un droit de propriété est un droit subjectif, donc pas comme un droit de propriété, donc un droit subjectif. Et tout cet aspect du dispositif loi Florange a été entièrement validé par le Conseil constitutionnel. Alors, avant d'aborder les aspects concrets de la loi, cette distinction entre la propriété et le pouvoir. Partons de la propriété, puisque dans l'analyse classique, et là on a un article du Code civil qui est très clair, qui nous dit que la propriété a le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements. Donc, et ce matin, on a rappelé d'ailleurs un article remarquable de Paul Durand de 1947 qui dit, je vais revenir un peu en arrière d'ailleurs sur cet article de Paul Durand. Paul Durand, en 1947, quand il écrit, se dit le législateur révolutionnaire avec le Code civil, en fait, est passé un petit peu à côté d'une réalité qui aujourd'hui apparaît, qui est celle de l'entreprise. C'est-à-dire que le législateur pensait que la société civile pouvait s'autoréguler avec la propriété et le contrat, et on constate que dans les faits, c'est pas comme ça que ça marche, parce qu'on constate l'existence d'entreprises et que ça ne correspond pas vraiment à de l'autorégulation, ça serait plutôt de l'hétérorégulation. Il n'utilise pas ces mots-là, mais c'est le problème qu'il pose. Et Paul Durand cherche l'autorité, l'origine de l'autorité de l'employeur, et il balaye d'un trait de stylo cette origine qui serait dans le droit de propriété. Pourquoi? Parce qu'il dit, et ça a été rappelé ce matin, il dit le droit de propriété, c'est un droit sur les choses, donc ce n'est pas un droit sur les personnes. Donc ça ne peut pas être le droit de propriété qui est à l'origine du droit, du pouvoir de l'employeur dans l'entreprise. Et en fait, je pense que là se situe un point fondamental en fait, dans le fonctionnement de notre système juridique. C'est cet article 544 du Code civil nous dissimule une réalité forte, qui est que, de fait, la propriété est effectivement un pouvoir sur les autres, est effectivement un pouvoir sur les personnes. Évidemment, quand on parle du droit de propriété que je pourrais avoir sur ce stylo, ça n'a pas un intérêt terrible de considérer que mon droit de propriété sur ce stylo est un droit que j'ai à l'égard de vous tous, à l'égard des juges, à l'égard du président de la République, à l'égard des forces de police. C'est à moi, vous ne pouvez pas me le prendre. Vous ne pouvez me le prendre que si vous respectez des procédures qui vous donneraient le droit de le faire, et a priori, je n'en connais pas. Donc, j'ai un droit, le droit de m'opposer à ce que vous utilisiez ce stylo, ce qui est, encore une fois, pas tellement intéressant s'agissant de ce stylo. Mais si, à la place de ce stylo, on parle d'une usine, ben ça change tout, évidemment, parce que propriétaire de l'usine, je vais décider qui rentre, qui sort, qui va travailler, qui ne va pas travailler, par principe. Après, évidemment, le droit va venir poser des limites à ce que je peux faire. Mais l'autorité de principe à l'égard des autres, à l'égard de ceux qui vont entrer dans l'usine, elle repose bien dans le titulaire de la propriété. Et de ce point de vue-là, il y a un auteur qu'il faut lire, même s'il est peu connu en France, c'est Maurice Cohen, avec un article de 1927, donc ça fait 90 ans quasiment, donc il est temps. Il écrit et démontre assez aisément que le droit de propriété, en fait, n'est pas du tout une relation entre un propriétaire et une chose, mais c'est effectivement une relation entre le propriétaire et les autres individus en rapport aux choses. Et dans les autres individus, il faudrait aussi ajouter l'ensemble des institutions, l'ensemble du système institutionnel. Et il continue en disant « La domination sur les choses est aussi un impérium sur nos semblables », et c'est bien ce que Durand a raté, me semble-t-il, dans son article. Et s'il avait connu Maurice Cohen, je pense que les choses auraient pu aller dans un sens différent. Mais pourquoi cette différence entre la propriété et le pouvoir est si importante? Pour une raison simple, c'est que les prérogatives d'un propriétaire sont subjectives. C'est-à-dire, propriétaire, je fais ce que je veux avec ce que j'ai. Évidemment, je dois respecter le droit tel qu'il est.
ça me crée des contraintes. Mais pour tout ce qui n'est pas interdit, je fais ce que je veux. Et donc mes prérogatives en tant que propriétaire sont totalement subjectives. Alors que si je suis titulaire d'un pouvoir, mes prérogatives, qui peuvent être très semblables, on va le voir, sont finalisées. Je ne peux exercer mes prérogatives que dans un intérêt au titre duquel j'ai ces prérogatives. Et donc pour un homme politique, ça va être l'intérêt général. J'ai des prérogatives, mais je dois les exercer au nom de l'intérêt général. Je suis mandataire social, je dois exercer mes prérogatives au nom, au moins, de l'intérêt social. Un exemple, par exemple, vous êtes milliardaire, vous avez un jet. Vous pouvez prendre votre jet quand vous voulez, faire des ronds dans le ciel. Vous êtes totalement libre, c'est à vous, vous êtes propriétaire. Si vous êtes chef d'État, vous n'êtes censé l'utiliser que pour les besoins du service de l'État, de l'intérêt général. Et si vous êtes mandataire social, vous n'êtes censé l'utiliser que pour la promotion de l'intérêt social. On sait très bien que dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Mais enfin, le chef d'entreprise qui utiliserait le jet à des fins privées, ce qui évidemment n'arrive jamais, commet quand même un abus de biens sociaux, donc c'est du droit pénal. Et pour un chef d'État qui ferait la même chose, c'est également, c'est un peu plus compliqué, mais il n'a pas le droit. D'accord ? Donc la différence entre le pouvoir et la propriété, c'est cette différence entre subjectivité et objectivité de la prérogative. Et de ce point de vue-là, regardons ce qui se passe avec la loi Florange, en faisant la comparaison entre le droit commun de la vente, le droit commun du propriétaire d'un site qui décide de le vendre, et ce système dérogatoire de la loi Florange qui entre en vigueur quand il y a cette décision, on va voir, de fermer un site. Alors déjà, au niveau de la décision de fermer ou de vendre le site, en droit commun, le propriétaire le décide quand il l'entend. Il peut avoir faire des expertises, pris des avis, ou il peut, au sortir de sa douche, dire « je ferme ». Il n'y a rien qui détermine à quel moment un propriétaire prend cette décision et peut la mettre en œuvre. Alors, deux limites quand même. Si la propriété est la propriété d'une société, il faut que la décision de vendre soit conforme à l'intérêt social. Et puis, une contrainte qui découle du droit du travail dès avant la loi Florange, qui est pas de possibilité de prise de décision avant d'avoir informé et consulté les instances représentatives du personnel. Donc, quelques limites en droit commun. La loi Florange, elle, c'est beaucoup plus stricte, puisque alors tout ce qui est entre crochets et en italique, c'est tiré de la loi. Je n'ai pas mis les articles, mais vous pouvez retrouver dans la loi. Là, on dit que dès que l'entreprise envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, la loi entre en vigueur. Dès qu'on envisage. Alors, en pratique, ça ne va pas être simple, parce que qu'est-ce que c'est qu'envisager la fermeture d'un site ? Est-ce que c'est le directeur du site qui se dit « le site est vieux, on n'est plus compétitif, on ne va pas y arriver », il en parle à son épouse, le soir en rentrant, épuisé. Est-ce qu'il a envisagé de fermer le site ? Est-ce que l'employeur a envisagé de fermer le site ? C'est une vraie question. Ou est-ce qu'il faut attendre qu'il en ait parlé à ses supérieurs qui sont en mesure de prendre cette décision ? Concrètement, ce n'est pas simple. Hein, parce que, et c'est important, parce que dès que la fermeture est envisagée, il faut que l'employeur fournisse tous les renseignements utiles sur le projet de fermeture de l'établissement aux représentants du personnel. Il lui faut indiquer les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture. Alors, on parle de projet, donc envisager, maintenant, c'est tout de suite un projet. Alors quand on envisage, on n'a pas tout de suite immédiatement les raisons économiques, financières ou techniques, alors qu'il doit donner immédiatement cette information qu'il n'a peut-être pas. Il doit indiquer les actions qu'il envisage d'engager pour trouver un repreneur. Encore une fois, il n'y a pas eu de décision prise, il faut déjà indiquer comment on va trouver un repreneur. Et il faut informer l'autorité administrative, le préfet en clair, de tout projet de fermeture d'un établissement, ainsi que le maire de la commune. Et bref, il faut alerter tout le monde pour mettre en œuvre l'ensemble de ces parties prenantes internes et externes, pour qu'elles puissent commencer à s'organiser pour réagir face à, simplifions, ce qui n'est pas encore une décision de fermeture de site, mais voilà, on a envisagé, il faut donner aux gens la possibilité de s'organiser.
Alors, deuxième élément de comparaison, la sollicitation des candidats. Qui est-ce qu'on va retenir comme candidat pour reprendre le site? Un propriétaire de site qui n'est pas dans un dispositif Loi Florange a une liberté absolue. Vous pouvez proposer de vendre le site à X, Y ou Z, rejeter l'idée de la vendre à telle personne qui aurait une réputation sulfureuse. Vous avez, en tant que propriétaire, parce que c'est votre prérogative subjective, la totale liberté d'engager des discussions avec telle ou telle personne ou de refuser d'engager des discussions. Un droit subjectif, c'est aussi ça, c'est aussi le droit de dire non. Non, à vous, je ne parlerai pas, avec vous, je ne négocierai pas, vous êtes quelqu'un que je méprise. C'est votre liberté de propriétaire. Avec la loi Florange, pas du tout. Vous avez l'obligation de rechercher un repreneur. Il vous faut informer par tout moyen approprié les repreneurs potentiels de votre intention de céder l'établissement. Donc, vous ne pouvez pas sélectionner. Et puis, il vous faut donner accès à toutes les informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise de l'établissement. C'est votre information, mais il faut y donner accès. Enfin, et là, vous avez même l'obligation de vous faire le sponsor de candidats à la reprise et indiquer aux salariés les possibilités de déposer une offre de reprise, bon, chose qui découlait de ce qui était écrit préalablement, bien sûr, mais il faut aussi leur indiquer les différents modèles de reprise possibles, ainsi que le droit de recourir à un expert. Alors, les différents modèles de reprise possibles, je crois que là, on va pas mal s'amuser, parce que s'il faut leur proposer et leur indiquer qu'ils ont la possibilité de mettre en place un Irish sandwich ou un Dutch sandwich, parce qu'il y a aussi le Dutch, hier on a vu l'Irish sandwich, mais il y a aussi le Dutch sandwich, il y a des tas de montages juridiques, fiscaux, etc. Je peux imaginer 72 modèles différents de reprise d'un site. Donc, quelle est l'étendue de l'obligation de l'employeur ici? Très franchement, c'est assez énorme. Étant entendu qu'au passage, évidemment, l'expert que les salariés peuvent recruter pour les accompagner dans ce qui n'est pas encore leur projet de reprise va être payé par l'employeur. Bon, quand je donne l'impression de critiquer toutes ces dispositions, je suis ni pour ni contre, hein, bien au contraire. C'est juste pour montrer la quantité d'obligations qui sont mises à la charge de l'employeur et l'objectivisation de son pouvoir. C'est-à-dire que la subjectivité de son droit de propriété disparaît complètement avec la loi Florange. Mais continuons. Vous voulez vendre un site, c'est une chose que le législateur ignore beaucoup et que les commentateurs passent souvent sur silence, peut-être par ignorance, mais ce qui fait souvent la valeur des choses dans le monde des affaires, c'est le secret. Si vous connaissez le prix de revient de vos concurrents, je vous assure que vous avez une position concurrentielle extraordinairement plus simple que si vous l'ignorez. Évidemment, pour un concurrent, si vous avez le droit de venir accéder à l'information qui concerne un site, j'ai un mot, 5 minutes, il va falloir que j'aille plus vite. Bref, la confidentialité, c'est pas rien, c'est important. Et donc, dans le cadre du droit commun de la vente d'un site, on met en place des accords de confidentialité qui sont négociés, etc., avec des clauses pénales. Ici, rien de tout ça. La loi a prévu qu'il faut donner l'information. Alors, on arrive à une disposition où il nous est dit les entreprises candidates à la reprise de l'établissement sont tenues d'une obligation de confidentialité, ce qui est merveilleux. Le seul problème, c'est que le législateur, pour le coup, a oublié la sanction. Et donc, le candidat à la reprise qui refuserait de signer un engagement de confidentialité avec des clauses pénales, avec des clauses protectrices, ne pourra strictement rien faire. Sachant que, non plus, dans les engagements de confidentialité, il y a aussi, par exemple, des obligations de non-débauchage. Si vous accédez à l'information sur qui obtient des promotions année après année sur un site, vous savez que celui-là, c'est un bon. Ça peut être intéressant de le recruter. C'est pour ça qu'on se protège contre le risque qu'un candidat à la reprise, en fait, acquiert toute la richesse du site sans jamais la payer. Le législateur n'y a tout simplement pas pensé. En matière de processus de vente, rapidement, on signe des documents qui sont la process letter, les règles qui concernent la data room, la dark room. Alors, la dark room, c'est les informations encore plus confidentielles que les autres, auxquelles seuls les professionnels vont accéder. Donc, c'est tout ça, dispositif Loi Florange, passe complètement à côté. Sur le choix de l'acquéreur, le vendeur d'un site hors Loi Florange fait ce qu'il veut, c'est-à-dire que même s'il a mis en place un processus de vente, au terme de ce processus, il peut vendre à quelqu'un d'autre
qui n'a pas participé au processus. Il peut vendre à quelqu'un qui a le moins 10 ans, et donc pas le mieux 10 ans. Il n'y a strictement aucune contrainte. Avec la loi Florange, avant de prendre sa décision, il faut informer le comité d'entreprise des offres de reprise formalisées au plus tard 8 jours après leur réception. L'employeur doit examiner les offres de reprise qu'il reçoit et surtout, il doit apporter une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues. Donc, exit sa subjectivité une fois de plus. Il doit s'expliquer sur la totalité tout au long du processus. Et sous l'œil bienveillant, évidemment, d'un autre expert, rémunéré par l'entreprise, qui a pour mission d'analyser le processus de recherche du repreneur, sa méthodologie et son champ, diantre, d'apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels. Alors lui, il aura accès à toute l'information, mais il n'a pas d'obligation de confidentialité, d'étudier les offres de reprise, donc il va faire le même travail que l'employeur et qui va donner des leçons, et d'apporter son concours à la recherche du repreneur en participant à l'élaboration de projets de reprise. Donc, si vous voulez, on a un processus extraordinairement long, extraordinairement intrusif, très coûteux, et le coût de ce qui est mis en place ici à la charge de l'employeur va, pour certains sites, bien au-delà de la pénalité qui était prévue. Il faut, je l'ai mis entre parenthèses ici, en plus, établir un bilan environnemental. Donc il doit faire l'inventaire de l'éventuelle pollution du site et faire l'inventaire de ce qu'il faut entreprendre comme action pour tout remettre en état. Rien que ça, sur un site comme Florange, que je ne connais pas particulièrement, enfin je l'ai vu comme, à la télévision comme nous tous, il y en a pour plusieurs centaines, peut-être pour plusieurs millions d'euros, avant d'avoir décidé de vendre le site. Donc tout ça, c'est quand même une sérieuse atteinte à la subjectivité du droit de propriété. Le Conseil constitutionnel a validé la totalité de ce dispositif. La totalité. Alors, on peut dire, oui, d'accord, mais on a supprimé la pénalité. Est-ce que ça reste un dispositif contraignant? Oui, quand même, malgré tout, parce que c'est une loi. Ce n'est pas une option, la loi Florange, c'est une obligation. Et donc, le propriétaire de site récalcitrant qui ne suivrait pas ce dispositif, tout simplement, risquerait d'avoir une action en référé où les divers bénéficiaires des obligations d'information viendraient dire qu'il y a manifestement un trouble illicite à ne pas suivre ce processus, et donc sous astreinte, on peut obliger un propriétaire de site à suivre cette procédure. Donc le fait de supprimer la pénalité n'enlève rien à l'efficacité du texte, en tout cas pas grand-chose. Mais encore une fois, le Conseil constitutionnel n'a rien vu de problématique dans toute cette suppression de la subjectivité du droit de propriété. La seule chose qu'il a supprimée, je vais passer très vite, c'était le droit de regard de juge sur les décisions qu'il prend in fine, et donc cette possibilité d'imposer une pénalité. Où là, pour le coup, le Conseil constitutionnel a considéré que non, on ne peut pas substituer dans la décision de vendre ou non, dans la décision d'exercer le droit de propriété, de s'en défaire, on ne peut pas substituer à l'avis du propriétaire celui de juge. Pourtant, où se trouve la différence? Peut-on se poser d'un côté un processus très intrusif et puis une pénalité et puis le regard de juge? Finalement, tout ça, on ne voit pas tellement où se situe la différence. En fait, la différence, elle est justement là, c'est que dans la prérogative dans l'entreprise, s'agissant de la vente d'un site, donc c'est bien spécifique, hein, c'est par rapport à cette vente de site, est traité comme un pouvoir. C'est-à-dire qu'on peut supprimer la subjectivité du droit de propriété, ce qui caractérise un droit de propriété, en finalisant la prérogative, c'est-à-dire qu'il vous faut, dans la décision de fermeture ou non du site, prendre en compte tout un ensemble de parties prenantes qui vont avoir la possibilité de s'exprimer, de s'organiser, de venir discuter le bien fondé de la décision. Et donc, c'est une forme d'objectivisation de cette décision. Et un droit de propriété objectivisé, si vous permettez cette expression, c'est un oxymore. C'est plus un droit de propriété. Et pourtant, le Conseil constitutionnel, encore une fois, n'a rien trouvé à y redire. Enfin, donc sur l'effectivité de ce texte, on peut quand même se dire, oui, mais d'accord, mais si au bout du compte, le propriétaire peut décider de ne pas vendre, à quoi ça sert tout ça? Bon, au départ, il y a déjà l'obligation de suivre le processus du fait de cette possibilité d'une action référée. Et puis l'amende, d'une certaine manière, ça aurait pu finir par n'être que le prix à payer. Si vous avez un propriétaire de site qui vient vous voir et qui vous demande, mais bon, voilà,
prendre mon site, faire mes sites, comment je fais? Vous lui expliquez tout ce que je viens vous expliquer. Vous lui dites, puis si vous ne le faites pas, vous payez une amende. Combien? Vous lui dites, ben, l'amende, ça peut faire jusqu'à temps. Il dit, vous savez quoi, je préfère payer. Hein, parce que ça va me prendre moins de temps, c'est moins cher, et donc je ne vais pas suivre le processus. Le fait de supprimer l'amende, en fait, va faire que, je pense, j'ai bientôt fini, le texte a des chances d'avoir plus d'effectivité. Et puis le fait de devoir suivre ce processus, malgré tout, les relations dans l'entreprise, ce n'est pas des relations à un coup. Les gens discutent en permanence. Si l'employeur ne joue pas le jeu, n'écoute pas les gens, n'écoute pas les arguments, évidemment, ça va avoir un impact sur la manière avec laquelle la fois suivante, les négociations vont être menées. Donc c'est aussi un des aspects de l'effectivité de ce texte. Enfin, on voit, j'ai mis le mot ici, je sais que c'est dans un sens radicalement différent de celui dans lequel Günther Teubner utilise l'expression, mais il y a ici une forme de constitutionnalisation du pouvoir de l'entreprise dans la mesure où le législateur, s'il peut supprimer la subjectivité du droit de propriété dans l'entreprise, peut faire en sorte que l'intérêt des parties prenantes soit au moins exprimé, qu'il y ait des obligations d'écouter et de rendre compte. La seule chose qu'il ne puisse pas faire, c'est faire que les entreprises finissent par être gouvernées par des juges, et telle est la limite qui s'applique à lui, mais qui s'applique également à l'État. Merci pour votre patience.